tous, bienvenue dans ce numéro de votre émission L'Entretien. A, B, C, D ou E, l'hépatite est une maladie qui affecte généralement le foie. Moins visible et moins connue, l'épidémie des hépatites virales demeure extrêmement importante. Les hépatites tuent près de 1,4 million de personnes par an, surtout l'hépatite B et C. Que faut-il savoir donc sur les hépatites? Quels sont les moyens de prévention? Pour avoir des réponses à ces préoccupations, nous avons la personne bien indiquée sur ce plateau, le professeur Nicolas Kodjo. Il est le coordonnateur du programme national de lutte contre les hépatites virales. Professeur, bonsoir. Bonsoir, madame. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Alors, quelle est la situation épidémiologique de l'hépatite au Bénin? Alors, la situation épidémiologique d'une maladie représente le poids de cette maladie-là dans la population générale. Ça demande donc une enquête nationale dans l'ensemble de la population, ce qui n'a pas été fait pour les hépatites virales. Voilà. Mais les données qui ont été faites résultent d'une enquête diligentée par le ministère de la Santé en 2013 parmi les donneurs de sang dans les 12 départements. Ça permet d'avoir une estimation dans cette population-là. Et selon cette enquête, la prévalence de l'hépatite B est de 9,9% et la prévalence de l'hépatite C est de 4,12%. La somme fait le total de 1,4 que vous avez indiqué bientôt. Ça fait 1 400 000. À l'époque où la population était à 10 millions, maintenant nous sommes à 12 millions. Voilà, merci professeur. Alors, quelles sont donc les zones endémiques dans notre pays? Les zones endémiques, d'abord, toutes les zones sont endémiques. Mais il y a des zones hyper endémiques. Hyper endémiques. Où la maladie vraiment est plus répandue que dans les autres zones. Voilà. Il s'agit essentiellement des départements du Septentrion, notamment l'Atakora et la Donga, où les prévalences sont beaucoup plus élevées. Pourquoi ces zones? Qu'est-ce qui cause alors cette je dirais... Les données dont je viens de parler sont celles d'une enquête préliminaire qui font état d'une situation donnée. Normalement, cette donnée devait faire appel à une enquête de compréhension pour comprendre pourquoi dans cette zone-là, ces maladies sont hyper endémiques et quels sont les facteurs qui en sont responsables. Cette enquête-là n'est pas encore faite, mais elle sera faite. D'ici combien de temps? C'est dans la programmation. D'accord, merci professeur. Alors vous êtes le coordonnateur du programme national de lutte contre les hépatites. C'est un sujet que vous maîtrisez bien. Les hépatites, vous le savez, ce sont des tueurs silencieux. Néanmoins, il y en a de plus virulentes. Alors aidez-nous professeur à mieux comprendre les différents types d'hépatites. Vous avez d'abord dit que les hépatites virales sont dues à des agents, virus B et C, qui sont des tueurs silencieux. Voilà. Ceci par opposition à des maladies qui, lorsqu'ils frappent la population, font de grands bruits. C'est le cas actuellement du coronavirus et c'est le cas de Ebola. Donc, ça entraîne vraiment une émotion générale dans la population. Oui. Par opposition à ça, les hépatites donnent une maladie silencieuse. Donc, la personne malade ne ressent rien du tout et les personnes qui l'entourent ne voient rien en lui qui répond à une maladie. Et c'est après 20 ans que la maladie va se réveiller par des complications, mais alors qu'ils vont conduire le malade à la mort, la cirrhose et le cancer du foie. Voilà. Alors. Donc, comme vous l'avez dit, il y a plusieurs types de virus qu'on a désignés sur les lettres alphabétiques au fur et à mesure de l'ordre chronologique de leur découverte. Donc, il y a donc les hépatites A, B, C, D et E. Mais parmi ces 5 virus, les plus dangereux sont les virus B et C parce que ce sont ces virus-là qui entraînent des maladies chroniques et qui vont évoluer vers des complications et la mort. Alors, parlez-nous un peu donc des hépatites A et E. Voilà. Les hépatites A et E sont également fréquentes au Bénin. Surtout le A, pratiquement toute la population est atteinte du virus A.
Vous voulez dire 100% de la population Oui, béninoise? déjà, chez les enfants de 4 ans, plus de 80% déjà sont atteints. Mais c'est une maladie bénigne. Et les enfants malades ne développent rien, on ne sent rien, et puis ils sont immunisés comme ça. C'est pour ça que ce n'est pas un problème de santé plus que majeur. Et qu'est-ce qui est donc à la base de cette forme? C'est l'hygiène. Le A et le E là, c'est l'hygiène. Ce sont les maladies de l'hygiène, du manque d'hygiène. Ce sont les maladies de la pauvreté. Donc ça sévit surtout dans les pays pauvres, dans les pays sous-développés. Et l'amélioration des conditions d'hygiène, notamment de l'eau et des aliments, sont des facteurs qui préviennent contre l'hépatite A et l'hépatite E. Alors, et l'hépatite D? L'hépatite D est inféodée à l'hépatite B. Parce que inféodée pour dire? Je vais vous expliquer. Parce que le microbe qui donne, le virus qui donne l'hépatite D ne peut pas vivre sans le virus B. D'accord. Donc, il est obligé d'aller infecter quelqu'un qui a déjà le virus B. B, ok. Voilà. Donc, la lutte contre l'hépatite D se résume à la lutte contre l'hépatite B. Quand vous luttez contre l'hépatite B, vous prévenez en même temps l'hépatite D. Alors, en dehors des types d'hépatite dont nous venons de parler, l'hépatite A, B, C, D et E, il y a également des formes d'hépatite, notamment l'hépatite alcoolique et l'hépatite médicamenteuse. Quels sont les facteurs de risque? Effectivement, il y a l'hépatite alcoolique et les hépatites médicamenteuses et d'autres hépatites toxiques qui sont dues à des plantes. D'accord. N'oublions pas que dans notre pays, nous utilisons beaucoup la phytothérapie. Donc, il y a des plantes qui sont hépatotoxiques. Les tisanes que nous prenons? Oui, il y a des tisanes qui sont hépatotoxiques. Peuvent provoquer des hépatites? Bien sûr. D'accord. Donc, les médicaments entraînent une lésion du foie par deux mécanismes. Soit par un mécanisme allergique. Donc, lorsque la personne prend le médicament la première fois, ça devient... il tolère, puisque c'est la première fois. Mais lorsque le malade va prendre le médicament une seconde fois, il faut développer une allergie contre ce médicament-là. Donc, c'est la cause allergique. C'est pour ça que quand vous développez une réaction après avoir pris un médicament, vous devez le signaler à votre médecin pour que plus jamais on ne vous prescrive ce médicament-là, parce que la prochaine fois, ça peut être mortel. D'accord. La deuxième cause, c'est la dose. C'est pour ça qu'il faut respecter les doses. Donc la dose tolérable, la dose maximum qu'on tolère, sont indiquées par le fabricant. Et un médicament qui est très répandu, c'est le paracétamol, comme vous le savez. Mais si vous dépassez la dose qui est recommandée pour le paracétamol, vous développez une hépatite mortelle qui peut mourir, qui peut entraîner la mort. La mort. Voilà, donc il faut faire très attention et respecter les prescriptions du médecin et éviter l'automédication. D'accord. Les personnes à risque alors, ce sont uniquement concernant par exemple l'hépatite alcoolique. Est-ce que ce sont exclusivement les personnes qui consomment, je voudrais dire, énormément d'alcool? Oui, l'hépatite alcoolique, ça atteint les buveurs excessifs. Ce n'est pas quand vous prenez une dose modérée d'alcool épisodiquement que vous allez développer ça. C'est des consommations massives et régulières d'alcool qui peuvent entraîner une hépatite toxique. Donc, la prévention, c'est éviter l'alcool et si vous devez en prendre modérément, comme c'est souvent indiqué lors des émissions télévisées. D'accord. Alors, quelles sont les chances pour une personne d'être dépistée à un stade précoce d'une hépatite? Les chances d'être dépistée, ça dépend de la volonté de la personne. Comment? Oui, parce que l'hépatite B et l'hépatite C, on vient de le voir, sont endémiques dans notre pays. Surtout l'hépatite B. Et donc, toute la population doit être considérée comme à risque. Voilà. Et donc, doit aller se faire dépister pour connaître son statut sérologique. Parce que c'est des maladies qu'on peut éviter et c'est des maladies qu'on peut traiter. Voilà. Donc, pour savoir si on est malade ou pas, il faut se dépister. Et quand on se dépiste, les précautions sont là pour vous éviter d'attraper la maladie. Ou alors, si on dépiste que vous êtes déjà atteint, les dispositions sont prises pour que vous soyez suivi pour le traitement ou bien
pour vous accompagner, pour que vous ne fassiez pas de complications et pour que vous ne mouriez plus de cette maladie hépatique. D'accord. Parlons alors des moyens de contamination. On sait tous que les hépatites ne se transmettent pas de la même façon. Alors, comment est-ce qu'on peut contracter une hépatite? Effectivement, bon, nous allons nous focaliser sur les plus dangereux, le B et le C. Le B et le C. Oui. Les moyens de transmission du B, essentiellement dans notre pays, c'est la transmission de la mère au nouveau-né et au nouveau-né de la première année de vie. Ça, c'est fondamental. La contamination se fait chez nous dans plus de 90% des cas pour cette voie-là. Donc, c'est une maladie essentiellement de l'enfant, du nouveau-né et de l'enfant. Et c'est là que la prévention doit intervenir très tôt parce que lorsque la maladie arrive à cette période, à la naissance ou dans la première année de vie, 80% de ces enfants deviennent des porteurs chroniques. Et c'est eux qui vont développer la cirrhose et le cancer du foie à partir de l'âge de 25 ans. Et ils vont mourir entre 25 et 45 ans. Donc, c'est des bras valides que la population perd. Donc, il y a des conséquences économiques sur ce plan-là également. Et il y a des conséquences sociologiques du fait des drames que ça impose. Des veuves, puisque c'est souvent les hommes qui sont atteints par l'hépatite B. Plus de 7 hommes contre une seule femme pour l'hépatite B. Donc, ce sont des hommes surtout qui meurent. Et c'est des femmes qui deviennent veuves en laissant avec des orphelins de bas âge, puisque les gens meurent entre 25 et 45 ans. Vous voyez déjà les drames que ça pose. Or, ce sont des maladies qu'on peut éviter, ce sont des maladies qu'on peut traiter. Alors, comment est-ce qu'on peut donc éviter la contamination de la mère à l'enfant? Ça, c'est une très bonne question. Très bonne question. La contamination de la mère à l'enfant. Donc, c'est la mère qui contamine son nouveau-né. Voilà. Il y a deux stratégies. La première, il faut dépister la femme enceinte qui a l'hépatite B. Il faut la dépister et la traiter si elle est éligible au traitement. Même en cas de grossesse, on peut traiter l'hépatite. Bien sûr. Voilà. Elle peut être dépistée pendant la grossesse et traitée. Si elle est dépistée et traitée, elle ne va plus contaminer le nouveau-né. Seconde stratégie, que la femme enceinte, que la mère de nouveau-né soit elle l'hépatite ou pas, tous les nouveau-nés systématiquement doivent être vaccinés contre l'hépatite B dans les 24 heures suivant la naissance. Le délai est très important. Si nous faisons comme ça, dans 20 ans, notre pays pourra être débarrassé de l'hépatite B. Parce que dans les pays où l'expérience a été faite, ça a été très concluant. Est-ce que c'est une prescription qui est respectée aujourd'hui au Bénin, le vaccin dans les 24 heures suivant la date de naissance des enfants? C'est une prescription phare. C'est l'une des stratégies majeures de notre programme, du programme national de lutte contre les hépatites. Et ça tient beaucoup au Conseil national de lutte contre le sida, les hépatites, la tuberculose et les épidémies. Et ça figure en bonne place dans le plan stratégique national intégré. Et les dispositions sont faites pour que l'Agence nationale de la vaccination et des soins de santé primaires puisse commencer par appliquer ces stratégies vraiment très bientôt. Alors, professeur, en moins de 24 heures, le bébé ne risque donc pas d'être infecté par le virus? Non, parce que... Même pas les parents proches, un parent proche infecté ne risque pas de contaminer le bébé s'il venait à le porter ou à faire... Je vous ai dit, la contamination dans la première année de vie, des nouveaux de la première année de vie, se fait par l'entourage, comme vous venez de dire. Oui, en dehors de la mère. En dehors de la mère, oui, l'entourage. On suppose que la mère n'est pas infectée. Oui. Est-ce que les parents proches, lorsque le bébé n'est pas encore vacciné, les parents proches ne risquent pas aussi de contaminer? C'est eux qui le contaminent dans la première année de vie, justement. La maman, c'est tout de suite à la naissance. Si l'enfant échappe à ce moment-là, dans la première année, l'enfant est sous la menace de l'entourage malade qui va le manipuler. Qui va le manipuler. Oui, oui. Alors, comment est-ce qu'on peut donc savoir qu'on souffre d'une hépatite?
Pour savoir si on a atteint d'une hépatite, il faut faire le test de dépistage. Se faire dépister, c'est aller rechercher si on est atteint d'une maladie ou pas. Ça, c'est fondamental. Et comme c'est une maladie qui est endémique dans notre pays, toute la population est invitée à aller se faire dépister. C'est très important. Il n'y a pas de symptômes qui peuvent déjà alerter le malade comme quoi il souffre d'une hépatite? C'est ça qui fait la particularité des hépatites, justement. En cas d'infection aiguë, en cas de la première infection par ce microbe-là, plus de 80% des personnes qui sont atteintes ne sentent rien, comme je viens de vous le dire. Rien. Même pas la fatigue? Rien. La fatigue va être ressentie par 20% de la population. 20% des personnes contaminées. 20% seulement. Donc la minorité. Et malheureusement, les signes que ressentent ces 20 personnes-là sont exactement les mêmes que ceux du paludisme ou de la fièvre typhoïde. C'est-à-dire la fièvre, une petite fièvre, c'est-à-dire la fatigue, les maux de tête, les courbatures, c'est les mêmes signes. Donc il arrive parfois qu'on pense qu'on souffre du paludisme alors qu'on fait une hépatite. Mais tous ceux-là sont considérés comme des paludismes et sont traités comme tels. Et généralement, les praticiens ne pensent pas à dépister l'hépatite. C'est pour cela que, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle beaucoup de bénévoles ont la fièvre typhoïde. Ça, ce n'est pas un secret pour vous. Ce sont des cas d'hépatite là auxquels n'ont pas pensé, qui font qu'on demande les tests de fièvre typhoïde qui sont souvent négatifs. D'accord. On vous aurait compris, professeur. Quelles sont donc les formes graves ou chroniques de l'hépatite? Bon, les formes graves peuvent se voir vous avez parlé dans les cinq cas. Hein, oui. Que ce soit A, B, C, D, E, les formes graves peuvent se voir. D'accord. Parlez-nous c'est des formes comme ça, comme le thème l'indique, c'est des formes qui entraînent un coma, qui atteint des troubles de la conscience, puis un coma, et la personne peut en mourir en quelques semaines. Bon, fort heureusement, ces formes-là sont les moins fréquentes. Ce sont rares. Elles sont surtout fréquentes pour le B et le C, justement. Bon, ce sont les hépatites B et C qui deviennent chroniques. On dit qu'une hépatite est chronique lorsqu'elle évolue depuis plus de 6 mois. C'est après 6 mois qu'on dit que cette maladie-là est devenue chronique. Et là, ça appelle à une prise en charge qui consiste à suivre le malade pour évaluer quel est le stade de gravité de la maladie et savoir les solutions qu'il faut lui proposer. Est-ce que c'est un suivi médical qui va lui permettre d'éviter les complications ou bien il est déjà à un stade très avancé et auquel cas il faut tout de suite mettre en jeu le traitement pour l'empêcher de mourir. Merci à vous, professeur. Vous êtes le coordonnateur du programme national de lutte contre les hépatites. Je l'ai précisé au début de cette émission. Quels sont donc les objectifs du programme dont vous êtes le responsable? Les objectifs d'impact tels que cela a été fixé dans le plan stratégique national intégré qui est piloté par le CNSTP sont très ambitieux. Hein? C'est-à-dire, d'ici 2023, de réduire les nouvelles naissances de 50%. C'est énorme, hein? Les nouvelles contaminations, réduire les nouvelles infections de 50%. Les nouvelles infections de 50%. Les nouvelles contaminations de 50%. De réduire la morbidité et la mortalité liée aux hépatites de 60%. Et troisièmement, de réduire la transmission de l'hépatite B de la mère à l'enfant de 50%. Oui, c'est très important, les objectifs. Alors, quelles sont donc les actions que vous menez alors pour atteindre les objectifs fixés? Pour atteindre ces objectifs, les stratégies qui sont mises en œuvre sont les suivantes. En premier lieu, la prévention. Puisque ce sont des maladies qui sont évitables. Sa prévention, et ça coûte moins cher. La prévention consiste donc à informer la population générale sur ce que c'est que l'hépatite, sur les moyens de prévention, les moyens de se protéger, quelles sont les possibilités de traitement, tout ça. Le dépistage aussi? Oui. Après, ça c'est le premier élément de la prévention, c'est l'information, l'éducation, la communication pour le changement de comportement, pour éviter les facteurs de risque. Et ensuite, second moyen de prévention, c'est la vaccination, qui n'existe que pour l'hépatite B aujourd'hui. L'hépatite C n'a pas de vaccination.
Et la vaccination, le vaccin contre l'hépatite B est la bombe pour arriver au bout de l'hépatite B. Cette vaccination-là doit être appliquée à la population générale qui est dépistée négative et à tous les nouveau-nés dans les 24 heures suivant la naissance. Et ça les met à l'abri totalement de cette maladie-là. Le second axe stratégique, c'est le dépistage, qui consiste donc à dire à quelqu'un s'il a l'hépatite B ou pas, s'il ne l'a pas, d'aller se faire vacciner pour se protéger, s'il a, de le prendre en charge pour le suivi médical ou le traitement. Troisième axe stratégique, c'est le traitement. Pour le traitement, le gouvernement fait de gros efforts. Ça, il faut que cela soit dit haut et fort. D'accord. Parce que le gouvernement du nouveau départ est en train de solder le lot des malades d'hépatite C qui ont été évacués au CNHU depuis de 2011 à 2018, qui n'ont pas pu être traités. D'accord. Et tous ces malades-là sont en train maintenant d'être traités pour l'hépatite C. Ça, c'est très important. Et les dispositions ont été prises également par le gouvernement pour que les malades d'hépatite B qui ont fait le bilan qui permet de traiter aient accès aux médicaments qu'il faut à un prix très réduit au CNHU. C'était des prix qui étaient hors de la portée des ménages et du gouvernement et du budget national. Et bien, ces populations peuvent aller acheter ce médicament-là et se faire traiter comme un diabétique ou bien comme un hypertendu. D'accord. Alors, à quel niveau se situe la science donc, dans la prise en charge? La science Quelles sont les innovations? La science de la prise en charge se situe, c'est fondamentalement pour l'hépatite C, où les progrès thérapeutiques ont connu un succès foudroyant. Au point d'en guérir? Mais au début du traitement de l'hépatite C, c'était des médicaments très difficiles à manipuler, avec des effets secondaires incroyables et des contre-indications. Et le traitement durait 1 an. Et après 1 an, si le malade n'est pas guéri, vous êtes obligé d'aller à 2 ans. Aujourd'hui, les dernières molécules sont d'abord extrêmement puissantes et assurent une guérison pratiquement dans plus de 95% des cas. Après 3 mois de traitement seulement. Guérison définitive pour l'hépatite C. Alors, le problème, c'est le prix de ces médicaments-là. C'était des médicaments qui étaient extrêmement coûteux, mais le gouvernement a fait des efforts et avec des partenariats là, avec les fabricants de ces médicaments, on pourra avoir ces médicaments-là dans notre pays à des prix beaucoup, beaucoup moins chers. Vous voulez donc dire que le Bénin suit le pas, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut guérir un Béninois infecté par le virus d'une hépatite C. Je viens de vous dire que le gouvernement est en train de solder le cas de ceux qui étaient atteints d'hépatite C de 2011 à 2016 en les traitant tous, ceux qui étaient évacués sanitaires. Et les dispositions sont en train d'être prises pour que le reste suive. Que tous les Béninois soient désormais sains, on peut le dire. Puissent avoir accès au traitement. Puissent avoir accès au traitement. Voilà. Alors, professeur, dites-moi, pour éviter les hépatites, est-ce que le vaccin est suffisant? Au niveau de l'hépatite B, bien sûr, puisqu'il n'y a pas encore de vaccin pour l'hépatite C. Le vaccin pour l'hépatite B, le vaccin est l'arme majeure. C'est l'arme absolue qu'il faut toujours appliquer. Mais en dehors de ça, il y a d'autres moyens de prévention. Vous voyez? Par exemple, pour éviter la transmission mère-enfant, je vous ai dit, il faut dépister la femme enceinte et puis la traiter. Vous voyez? Il faut toujours prendre des précautions pour manipuler le sang. C'est pour ça qu'il y a le dépistage des hépatites chez tous les donneurs de sang. Et puis, comme c'est une maladie pour le B qui s'attrape dans l'environnement familial, il faut éviter le partage des objets de soins corporels, tels que les rasoirs, tels que les brosses à dents, tels que le matériel d'épilation, tout ça là. Les éponges de toilette, les serviettes de toilette, tout ça là, ça doit être individuel dans les ménages. Il faut faire également attention aux actes d'acupuncture, tout ce qui entraîne une diffraction cutanée. Donc ça, c'est très, très important. N'oubliez pas aussi les injections. Il faut donc que les injections se fassent avec des aiguilles et des seringues à usage unique dans les formations sanitaires et non pas dans les domiciles ou bien dans les cabinets occultes, improvisés.
Merci à vous, professeur. Pour l'hépatite C, c'est essentiellement la prévention. Il faut tenir compte le contact avec le sang. Avec le sang. Oui, oui, ça se transmet uniquement par le sang. Par le sang. Alors que l'hépatite B peut se transmettre par tout ce qui sort du corps humain. Alors, nous n'allons pas finir sans parler des recommandations de Kigali. Ah, bon, c'était la 20e conférence internationale sur le sida et les maladies sexuellement transmissibles à Kigali. Et comme le sida, les maladies sexuellement transmissibles ont les mêmes voies de transmission et pratiquement les mêmes préventions, parfois même les mêmes mesures thérapeutiques que d'autres infections, telles que la syphilis et l'hépatite B, la recommandation majeure à Kigali est maintenant d'aller vers l'élimination, la triple élimination du sida, du paludisme et de la syphilis. Voilà. C'est une recommandation majeure. La seconde recommandation majeure, c'est d'optimiser la prévention de la transmission mère-enfant en ajoutant à la vaccination de tous les nouveaux-nés à la naissance, en ajoutant maintenant le dépistage et le traitement des femmes enceintes atteintes d'hépatite B. La troisième recommandation sur les hépatites a montré l'importance du leadership que doit assurer le gouvernement dans la mise en œuvre du programme de l'hépatite par un financement adéquat qui va servir de moteur catalyseur au financement extérieur et par la volonté du gouvernement d'aller vers le dépistage et le traitement de masse pour que cette maladie soit enrayée dans notre pays. Merci à vous, professeur. Merci d'avoir répondu présent à cette invitation sur ce plateau. Chers téléspectateurs, vous l'avez compris, nous sommes à la fin de ce numéro. À très bientôt.